Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à Radio Sinov, la radio qui innove. Je suis Maître Hayat en compagnie de Vincent Moreau, qui est le juriste en droit social de Sinov. Euh, je vais vous parler ce matin d'un sujet dont je sais qu'il vous passionne, puisque je sais que nous avons reçu un courrier des auditeurs extrêmement important pour vous parler de l'intéressement. Alors, trêve de plaisanterie, l'intéressement n'est non pas vraiment un sujet qui passionne les foules. Toutefois, ça va être un sujet extrêmement présent, très probablement extrêmement présent dans les semaines et les mois qui viennent, puisqu'il y a aujourd'hui une volonté très claire, affichée par le gouvernement, de mettre la focale sur l'intéressement pour promouvoir son déploiement au sein des entreprises. Et le tissu économique français étant majoritairement constitué de TPE et de PME de taille moyenne, il y a aujourd'hui une mise en place d'une volonté d'incitation des entreprises TPE, PME, taille moyenne à mettre en place de l'intéressement. Pour cela, bien évidemment, Sinov a choisi de vous rappeler les éléments caractéristiques du dispositif et c'est la raison pour laquelle je suis ce matin auprès de vous par le micro et par mes slides pour vous décrire ce qu'est l'intéressement. Alors, voici le sommaire de l'intervention. Je vais vous parler je vais faire une introduction que j'ai déjà commencé d'ailleurs et un point d'actualité très rapide. Je vais vous parler des caractéristiques du dispositif, de son contenu et de sa mise en place. Alors, c'est un sujet relativement aride, il faut l'admettre, mais 80% de son contenu est un contenu technique. En suivant le mode d'emploi, on aboutit à mettre en place de l'intéressement sans difficulté. C'est l'avantage. Il existe un mode d'emploi, il n'y a pas des centaines de jurisprudences paradoxales ou contradictoires. Il suffit de suivre la méthode et on y arrive. Alors, pour l'actualité, le point d'actualité, ce que je peux vous dire, c'est que il y a eu la suppression du forfait social, ce que vous savez probablement, sur les primes d'intéressement versées à compter du 1er janvier 2019 dans les entreprises de moins de 250 salariés. Bon, pour la plupart d'entre vous, si vous n'avez pas mis en place d'intéressement, ce n'est pas un sujet qui a dû vous accrocher votre oreille. Il reste que pour 2020, et c'est évidemment la question centrale et le point qui justifie en partie cette matinée, cette transmission matinale, c'est que la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui avait été organisée en 2020, autorisée en 2020 par le gouvernement, eh bien, va être reconduite en 2019, pardon, va être reconduite en 2020, pardon, avec le même régime défiscalisé, vous vous en souvenez, mais en contrepartie, les entreprises devront mettre en place un dispositif d'intéressement avant le 30 juin 2020. On n'a pas encore une connaissance précise des modalités de mise en place. Ce que l'on sait, c'est que cela va être mis en place et que parallèlement, les entreprises seront autorisées à mettre en place un dispositif d'intéressement sur une seule année si nécessaire, donc par exemple sur 2020. Pour l'instant, les textes ne sont pas promulgués, ils sont en élaboration, mais tous les signaux montrent que nous allons arriver à ce résultat-là. Cette mesure figure dans le projet de loi de financement, mais il y a quelques allers-retours là-dessus. Donc, depuis que ces slides ont été écrits, les véhicules juridiques ne sont plus tout à fait certains. Quoi qu'il en soit, c'est sûr que cette mesure sera adoptée dans les termes ou approchants que je prends ce matin pour vous la présenter. Alors, que vous dire sur j'avais un problème de slide. Que vous dire sur l'intéressement? D'abord, qu'est-ce que l'intéressement? C'est important dans une introduction de vous préciser ce dont nous allons parler. Donc, l'intéressement, je vous lis l'article du Code du travail, ce sera au moins le plus simple. L'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Ça doit vous rappeler quelque chose et je viendrai après. Il s'agit d'un dispositif facultatif, ça c'est absolument indispensable à regarder en tête, mis en place par accord, alors par accord on va y revenir, il y a d'autres façons de le faire, qui présente un caractère aléatoire dont le bénéfice peut être nul, ce qui est fondamental, ce qui est lié au caractère aléatoire, et qui résulte d'une formule de calcul liée à ses résultats ou performances. Alors, ceci signifie quoi? Cela signifie que l'intéressement
n'est pas un dispositif automatique. Avant cela, je vous rappelle quelques éléments de statistiques. Selon la DARES, il y a à peu près 50% des salariés qui ont eu accès à au moins un dispositif de participation, ce dont je ne parlerai pas directement ce matin, mais c'est un dispositif qui ressemble un peu à l'intéressement et qui historiquement est plus ancien, de participation, d'intéressement ou d'épargne salariale, ce qui est un chiffre qu'on pourrait considérer comme étant satisfaisant, mais ça n'est pas l'opinion du gouvernement. 42% des entreprises de la branche ne disposeraient pas encore d'un accord d'intéressement. Ça, c'est une enquête réalisée par Sinov, et c'est bien évidemment pour cette raison-là qu'un ensemble de mesures vont être prises par Sinov, dont la première, symbolique, mais tout de même, c'est la transmission de ce matin. Et les deux objectifs visés par la mise en place de l'intéressement, c'est la fidélisation des salariés et le souhait de les récompenser. Et ça, c'est toujours le cas. À chaque fois que j'ai vu qu'un accord d'intéressement était mis en place, l'idée de fidélisation, notamment dans une époque où, eh bien, c'est, reconnaissons-le, un petit peu la guerre des talents, euh, la possibilité d'améliorer par ailleurs la rémunération du salarié tout en mettant en place un dispositif le conservant dans l'effectif est un sujet important qui peut concerner les entreprises. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'intéressement? Les caractéristiques de l'intéressement, comme je vous l'ai dit, si vous souhaitez mettre en place un dispositif d'intéressement dans votre entreprise, vous devez garder en tête, et c'est absolument fondamental, parce que de toute façon, la sanction de tout manquement à ce que je vais dire maintenant, c'est la réintégration, j'expliquerai tout à l'heure, mais je vous le dis tout de suite, la réintégration des sommes versées au titre de l'intéressement dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Donc, bien évidemment, en gros, si ce que je vais vous décrire n'est pas suivi, eh bien, ça veut simplement dire que vous allez verser du salaire en plus, et ce salaire en plus sera chargé. Alors, l'intéressement est toujours facultatif, je vous l'ai dit, quel que soit l'effectif de l'entreprise. C'est la différence avec la participation que j'ai exprimée tout à l'heure, que j'ai prononcée tout à l'heure. La participation, pour sa part, elle est obligatoire légalement à partir de 50 salariés. Ça ne veut pas dire qu'on en verse automatiquement, parce qu'elle-même, elle est aléatoire, mais un dispositif doit être mis en place qui se déclenche si certains seuils sont atteints. Ce n'est pas le cas de l'intéressement, vous avez la faculté de ne pas le mettre en place, sauf que vous l'avez entendu, le gouvernement met en place un dispositif incitatif, donc c'est facultatif mais fortement recommandé pour 2020. Par ailleurs, l'intéressement présente un caractère aléatoire, c'est ce que je vous ai dit, et la dernière coche est absolument fondamentale, comme les deux premières, mais elles sont connues les deux premières, la troisième l'est un peu moins. L'intéressement est un mode de rémunération collectif. Et ça, c'est important car lorsque vous allez mettre en place de l'intéressement, il sera important de faire attention à sa nature collective. Point aussi très important, mais de toute façon, chacune des slides que vous allez voir est très importante, sinon elle ne serait pas là. Ceci dit, un point stratégique déterminant, pour changer de terme, c'est que l'intéressement que vous allez verser ne doit pas se substituer au salaire de vos collaborateurs. Autrement dit, vous ne pouvez pas supprimer un élément de rémunération de vos collaborateurs, par hasard, enfin, par exemple, une prime que vous avez l'habitude de verser, ou une prime que vous avez annoncé que vous alliez verser. J'ai eu le cas l'année dernière, j'ai un client qui avait annoncé à ses collaborateurs qu'il allait verser une prime et qui s'est trouvé coincé puisqu'il a eu ensuite, pour des raisons de dialogue social, l'obligation, une forte incitation de mettre en place de l'intéressement, mais il s'est retrouvé, alors qu'il avait déjà annoncé une prime, bon, tant pis. Mais donc je vous le dis, si vous mettez en place de l'intéressement, vous ne pouvez pas substituer une prime existante ou dont vous avez annoncé qu'elle serait mise en place. Sinon, c'est la substitution à du salaire et donc ça redevient du salaire. Et ceci, l'antériorité, c'est sur un an. Donc vous ne pouvez pas mettre en place de l'intéressement à la place d'un élément de salaire que vous auriez supprimé depuis moins d'un an. Ça, c'est pour la théorie. En pratique, comment défend-on, comment explique-t-on, comment compute-t-on les délais d'un an? Ça peut parfois être un peu délicat. Bon, c'est pas le sujet ce matin, mais gardez en tête que la durée de un an est la durée minimum à observer. Si ça n'est pas le cas, comme je vous le dis, les sommes sont eh bien, réintégrées tout simplement au titre du salaire et donc les exonérations fiscales et sociales attachées aux primes d'intéressement sont remises en cause. Elles sont même totalement supprimées. Par ailleurs, sachez que vous ne pouvez pas verser
vous ne pouvez pas mettre en place une formule de calcul de l'intéressement qui permettrait à vos collaborateurs de gagner des sommes au-delà d'un plafond. Il y a évidemment un plafond d'intéressement, sinon la sécurité sociale aurait des soucis à se faire pour son financement. Donc, le plafond global de l'intéressement, il est simple, c'est 20% des salaires bruts versés à tous les salariés. Vous ne pouvez pas mettre en place un dispositif d'intéressement qui vous amènerait à isoler ce que je vais appeler abusivement, c'est abusif, mais ça permet de comprendre, une réserve d'intéressement que vous allez ensuite distribuer si cette réserve d'intéressement est supérieure à 20% des salaires bruts. De toute façon, vous ne pourrez pas la distribuer au-delà de 20% des salaires bruts versés. Par ailleurs, il y a un autre plafonnement, qui est le plafonnement individuel. Personne, aucun salarié ne peut recevoir de l'intéressement, enfin, une prime d'intéressement supérieure à 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale. Alors, le plafond annuel actuel de mémoire, il est à 80 500 euros, quelque chose comme ça. Donc, je ne vous ferai pas l'affront de faire le calcul de tête. Je ne suis pas ingénieur, mais les 3/4 de 80 000 euros, on va dire, sont la limite de versement individuel de l'intéressement. Je me méfie, je sais que je m'adresse à des ingénieurs en général, donc je ne ferai pas de calcul aléatoire. Alors, un point important que je tenais à mettre dans ces slides, l'intéressement pendant des années a été cantonné à l'entreprise. Aujourd'hui, il est possible de mettre en place de l'intéressement inter-entreprise pour motiver les salariés sur un projet que vous feriez en commun avec d'autres entreprises, des partenaires, et c'est l'intéressement de projets externes. C'est, je crois, extrêmement intéressant. C'est peu dit, c'est très récent. J'ai pas d'exemple pour être transparent avec vous, mais vous pouvez réfléchir, si vous êtes en partenariat avec d'autres entreprises, à intéresser vos salariés. Si vous avez déjà un dispositif d'intéressement interne, mais vous pouvez réfléchir à intéresser vos salariés à la réussite de ce projet externe. Par ailleurs, si vous avez un projet interne à l'entreprise, par exemple la mise en place, enfin la refonte du système informatique ou un projet de transformation technologique, vous pouvez intéresser vos collaborateurs spécifiquement intéressés à ce projet. Vous pouvez mettre en place de l'intéressement spécifique à ce projet. C'est relativement nouveau. Je crois que ça fait 1 an maintenant que ce dispositif existe, ou 2 maximum. Non, je crois que ça fait 1 an. Ça vous permet d'utiliser l'intéressement de manière à motiver vos collaborateurs sur des projets collaboratifs externes ou sur un projet vital interne à l'entreprise. Attention toutefois à la formule de calcul, car cette formule de calcul, bien évidemment, ne va pas être annexée à des résultats financiers, puisqu'on parle de projets qui n'ont pas de résultats financiers immédiats. Et donc, si vous avez une formule de calcul trop généreuse, elle pourrait vous mettre en difficulté, puisque par ailleurs, vous n'allez pas dégager les revenus nécessaires. Donc, il est indispensable pour vous de faire attention à la formule de calcul si vous mettez en place ce type d'intéressement un peu particulier. Le régime social de l'intéressement, donc je vous rappelle, puisque je me rends compte qu'en vous présentant l'intéressement, il est quand même temps que je vienne maintenant à vous présenter la formule de calcul et qu'est-ce que l'intéressement techniquement. Toutefois, auparavant, je dois quand même vous expliquer que le régime social de l'intéressement fait que celui-ci, comme vous l'avez compris, est exonéré de cotisations de sécurité sociale. Donc, quand vous avez mis en place une formule de calcul assise, comme je vais vous l'expliquer, sur vos résultats ou vos performances pour dégager ce que j'appelle abusivement, c'est pas juridique ce que je vous dis là, mais je pense que ça permet de comprendre une enveloppe d'intéressement ou une réserve d'intéressement que vous allez distribuer. Les sommes que vous allez distribuer seront exonérées de cotisations sociales si les différentes conditions que je vous ai exprimées sont respectées. Par ailleurs, ces sommes sont tout de même assujetties à la CSG, CRDS sur les revenus d'activité, mais il n'y a pas de forfait social. Il n'y a plus de forfait social depuis le 1er janvier 2019. On voit par là que le gouvernement, et spécifiquement, je pense, c'est un avis qui n'engage que moi, le président Macron, qui déjà avait mis en place une réforme de l'intéressement en 2015, alors qu'il n'était pas président de la République, mais entre guillemets simple ministre, continue dans sa lancée. En 2019, enfin pour 2019, il a supprimé le forfait social. Pour 2020, des mesures incitatives sont prises. Vous voyez que l'intéressement devient un sujet fondamental pour le gouvernement.
Sachez par ailleurs que si vous avez un compte épargne-temps dans l'entreprise, ça peut arriver, c'est un autre sujet que nous pourrons aborder une autre fois peut-être. Les sommes issues de l'intéressement sont soumises à cotisation de sécurité sociale lors du versement qui résulte de la liquidation totale ou partielle du compte épargne-temps. Autrement dit, quand vous mettez les sommes sur votre compte épargne-temps, eh bien, elles seront soumises à charge lorsque le compte épargne-temps sera liquidé, ce qui exige une forme de gestion particulière du compte parce qu'il faut isoler les sommes à l'intérieur du compte épargne-temps. Alors, quel est le contenu maintenant de l'accord de mise en place de l'intéressement? Et donc, vous allez un peu mieux comprendre ce qu'est l'intéressement maintenant que je vous ai fait le dispositif, comment dire, légal autour. Alors, quand vous mettez en place un accord d'intéressement, si vous décidez de mettre en place un accord d'intéressement, et nous verrons à la fin de cette présentation comment ça se met en place, vous devez, et c'est obligatoire, mettre en place un préambule. Alors, ça a l'air anodin comme ça, mais il arrive qu'on l'oublie. Or, c'est une des conditions indispensables, eh bien, tout simplement à la défiscalisation, par exemple, des sommes versées, puisque si l'accord n'est pas régulier, enfin, on va dire que ça peut poser une difficulté, c'est pas automatique là quand même, mais ça peut poser une difficulté si la directe considère que vous n'avez pas respecté l'obligation, par exemple, de mettre en place un préambule. Pourquoi faut-il un préambule? C'est pour des questions pédagogiques, de manière à expliquer au lecteur qui est principalement votre salarié le pourquoi du comment de mise en place de cet accord. Vous devez bien évidemment définir les bénéficiaires de l'accord. La réponse, de toute façon, à cette question est en général assez simple, car tous les salariés entrent dans le champ d'application de l'intéressement, à peu près tous vos salariés. Il y a peut-être quelques exceptions sur lesquelles je ne reviendrai pas là parce que c'est pas nécessaire. Plus tard, je verrai, il y a une exception aussi sur l'ancienneté, mais globalement, tous vos collaborateurs sont concernés par l'intéressement. Vous devez déterminer le champ d'application de l'accord. Si vous mettez en place un accord d'intéressement, bien évidemment, vous devez dire s'il touche toute l'entreprise ou un établissement d'entreprise, au cas où vous auriez des établissements concernés. Vous devez définir la durée d'application de l'accord. Sachez que cette durée est limitée à 3 ans. Alors, ce n'est pas nécessairement 3 ans, ça peut être 3 exercices, mais aujourd'hui, les dispositions légales font que vous n'avez pas le choix. Comme je vous l'ai dit, il semblerait que ceci soit appelé à être assoupli pour 2020. Nous verrons, mais ça en prend le chemin. Alors, évidemment, le plus important, vous de mettre en place la formule de calcul de l'intéressement, puisque vous l'avez compris, l'intéressement consiste à verser des sommes, verser de l'argent à vos collaborateurs. Cet argent ne sera pas soumis à charges sociales, si un certain nombre de conditions sont respectées. Parmi ces conditions, eh bien, la formule de calcul qui vous permettra de définir le contenu de, je reprends ce terme abusif, de l'enveloppe d'intéressement que vous allez distribuer, est une formule qui doit être liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Alors, le législateur rappelle que la formule de calcul doit être claire. Et effectivement, parfois, c'est compliqué. J'ai vu des accords où ça devient vraiment très très compliqué. Or, la directe, qui est chargée de valider, eh bien, est quand même constituée d'êtres humains normaux. Et quand les choses sont trop complexes, eh bien, la directe ne les comprend pas. Donc, la formule doit être claire et faire appel, bien sûr, à des éléments objectivement mesurables, qui doivent être définis dans l'accord. Donc, c'est assez simple quand on parle de résultats, c'est plus compliqué quand on parle de performance, mais vous devez définir des termes. J'ai mis des exemples, le résultat, le ratio. Bon, voilà. Évidemment, si vous mettez de l'intéressement en place en fonction de vos résultats, outre le fait que ça vous assure de toute façon de pouvoir financer l'intéressement parce que les résultats sont financiers, donc vous avez les moyens. Et par ailleurs, les éléments sont plus faciles à définir puisqu'ils sont objectivement déjà décrits, si ce n'est par la législation, au moins par la réglementation comptable. Par ailleurs, vous devez de toute façon, comme je vous le disais, mettre en place une formule qui assure le caractère variable et incertain de l'intéressement. Son résultat peut être égal à 0, je vous l'ai dit, mais c'est fondamental, j'insiste, parce que j'ai vu des accords d'intéressement où il y avait un talon, où on disait de toute façon les salariés toucheront un talon d'intéressement de 500 euros. Je l'ai vraiment vu. Et bien évidemment, ça ne passe pas du tout. Ça ne correspond pas aux obligations légales ou à la description légale de l'intéressement. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous dis à la fin, vous ne pouvez pas prévoir un montant minimum d'intéressement. Alors, attention aussi, c'est quelque chose que j'ai vu, mais qui est de toute façon assez répandu comme tendance, vous ne pouvez pas
mettre en place une formule de calcul fondée sur un pourcentage du chiffre d'affaires, car vous avez toujours par définition un chiffre d'affaires. Donc ça ne peut pas être admis, car ça garantit de faire inversement des primes d'intéressement. Alors un pourcentage d'évolution du chiffre d'affaires, ça c'est possible, mais un pourcentage du chiffre d'affaires, non, puisqu'il vous suffit de faire une affaire et vous avez un chiffre d'affaires. C'est important parce que c'est une erreur assez classique. Quand vous mettez en place de l'intéressement lié à vos résultats, bon, comme je vous le disais, je me suis un peu avancé sur les slides, cette notion se réfère à des indicateurs financiers, là je lis mon slide, ou comptables, comme je vous le disais, mesurant la rentabilité économique ou financière de l'entreprise, enfin c'est ce que je vous ai dit. Si vous mettez en place de l'intéressement lié aux performances, ce qui est au fond plus intéressant, du point de vue managérial, ça vous permet évidemment d'être en prise plus directe avec vos collaborateurs et ils comprennent beaucoup plus rapidement, parce que parfois les résultats financiers c'est un peu lointain pour eux. Les performances, on peut les sentir même quand on travaille au quotidien. Le problème, c'est que eh bien, ça doit donner lieu à des définitions très précises qui doivent se trouver dans l'accord. On peut effectivement imaginer, comme je vous le dis, l'atteinte d'objectifs, mais à ce moment-là, il faut être certain que ces objectifs vont produire assez de résultats financiers par ailleurs pour que vous puissiez dégager de l'intéressement et pas vous trouver à verser de l'argent que vous n'avez pas. Vous pouvez bien évidemment mixer les deux et faire de l'intéressement qui est mis en place un peu sur le résultat financier et un peu sur les performances. Et dans votre formule de calcul, prévoir la distribution d'une partie des résultats selon l'un ou l'autre de ces moyens, de ces assises d'intéressement. Suite au calcul de cette fameuse, de nouveau le terme est abusif, mais enveloppe ou réserve d'intéressement, vous devrez la verser à vos collaborateurs. Et là encore, vous avez des possibilités assez restreintes. Soit vous faites un versement uniforme, bon là c'est très simple, et c'est parfois même le plus simple et la meilleure solution. Soit vous faites un versement proportionnel au salaire. Attention, là encore, ça peut. Alors là, c'est une question politique. Ça favorise les hauts salaires en général, donc ça peut se discuter. Vous pouvez aussi le faire proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice de référence. Et puis, bien évidemment, vous pouvez mettre un mix ou un mélange, voilà, de ces différents éléments. Mais vous ne pouvez jamais, et c'est extrêmement important, baser la répartition d'intéressement sur des critères de performance individuels, car l'intéressement est collectif. Or, il arrive qu'on le fasse sans s'en rendre compte. Par exemple, si vous mettez en place de l'intéressement, alors je sais que je ne m'adresse pas à une population forcément concernée par cela, mais lorsqu'on a plusieurs établissements et que l'on fait un calcul de répartition par établissement, si l'établissement en question est constitué de très peu de salariés qui font tous la même activité administrative, par exemple, et qu'on fait ça relativement à certains indicateurs, on peut en fait, de manière indirecte, faire référence aux performances individuelles. Bon, je ne pense pas que ça vous concerne, mais c'est dans ce cas-là que ça peut arriver, par exemple. Alors, la question du reliquat de l'intéressement, parce que vous vous souvenez, je vous indiquais qu'il y avait il y a des plafonds, mais il peut arriver qu'en appliquant la formule de répartition, eh bien, chacun touche son intéressement, mais il en reste à répartir. Alors qu'on a appliqué la formule de répartition, il y a plus d'intéressement à répartir que la formule ne permet de le faire. Dans ces cas-là, c'est récent, ça aussi. Aujourd'hui, on peut prévoir dans l'accord, c'est une clause obligatoire aussi, de verser un reliquat selon la même formule que la formule initiale. Ne changez pas de formule, ça n'est pas prévu. Là aussi, je l'ai vu récemment, une formule de calcul du versement du reliquat différente. On l'a tout de même déposé à la directe parce que pour des raisons politiques internes de l'entreprise, il fallait que ce soit déposé, mais nous sommes extrêmement pessimistes sur la validation par la directe de cette double formule puisque la loi dit expressément que ce n'est pas possible. Bon. Il peut arriver dans les entreprises qu'on soit amené à faire des choses pour des raisons politiques dont on sait que juridiquement elles ne seront pas validées et qu'il faudra les refaire juste après. Voilà. Donc vous pouvez prévoir le versement d'un reliquat si vous le souhaitez. Ensuite, alors c'est très important, un peu comme le reste d'ailleurs, mais les dates de versement, parce que lorsque vous avez dégagé une enveloppe d'intéressement, lorsque vous avez calculé l'intéressement que vous alliez verser à vos collaborateurs,
Encore faut-il savoir quand vous allez le verser. Or, légalement, donc il n'y a pas de possibilité de négocier cela, la date limite de versement est fixée au dernier jour du 5e mois, suivant la clôture de l'exercice. Dit comme ça, c'est un peu barbare, mais on s'habitue au bout d'un moment. Donc le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice. Évidemment, l'exemple que je vais prendre, que j'ai mis en bas, vous prenez l'exercice sur l'année civile, le dernier jour du 5e mois, bah, c'est le 31 mai. Parce que le lendemain, on est le 1er juin, donc on est au premier jour du 6e mois. Et si jamais votre exercice de calcul est inférieur à 12 mois, la loi aménage sa règle et vous dit que le versement doit intervenir avant le premier jour du 3e mois, suivant la clôture de l'exercice. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les sommes qui sont versées hors délai sont majorées d'intérêts de retard. Donc, si vous traînez à verser l'intéressement que vous avez dégagé, calculé et dont vous avez défini le bénéfice pour chacun, eh bien, vous allez vous trouver à devoir payer des intérêts de retard, ce qui quand même ne me semble pas une bonne idée. Et d'ailleurs, ça me semble en général pas une bonne idée vu que les sommes peuvent être intéressantes et les intérêts donc par conséquent importants. Autre clause indispensable dans votre accord d'intéressement. Donc, je vous rappelle que lorsque vous mettez en place de l'intéressement, vous le faites par accord. On verra ça à la fin de la présentation, parce qu'il y a malheureusement bien un ordre. Je ne peux pas tout dire en même temps. Et lorsque vous mettez en place votre accord d'intéressement, l'ensemble des clauses que je vous ai indiquées doit y figurer. De toute façon, vous avez les slides, vous aurez les slides, vous pouvez tout à fait suivre clause par clause et faire cette méthode très simple. Vous suivez, vous écrivez un accord en reprenant chacune des clauses, chacun des items que j'ai listés. Arrive le point des modalités d'information des salariés, parce que cet argent, vous le savez bien, ou du moins je vais vous le dire, évidemment, pour qu'il soit pour le salarié totalement exonéré de charges et d'impôts, eh bien il doit être épargné, bien évidemment, pendant une durée, c'est classique, de 5 ans, et ensuite je ne sais même pas si je l'ai mis dans les slides, enfin je verrai après, pendant une durée de 5 ans avec, vous savez, des libérations possibles lorsque nous avons des événements type mariage, Pax, déménagement, etc., etc., divorce, bref. Donc cet argent doit être épargné, d'où l'intérêt du gouvernement, c'est la raison est là, hein, enfin une des raisons, je suppose, est là, pour mettre en place de l'intéressement, parce que ça fait une réserve d'épargne en France, et cela implique de votre part que vous informiez vos collaborateurs sur l'affectation de l'intéressement, s'ils ne choisissent pas de le toucher immédiatement, et s'ils peuvent décider de le toucher immédiatement, auquel cas ce sera soumis à charge pour eux, mais ils peuvent décider de l'épargner et vous devez les informer de l'affectation par défaut, ce qui est nouveau aussi, ça c'est la loi de 2015, aussi inspirée par le président Macron aujourd'hui, c'est une loi qui dit que lorsque le salarié ne fait pas de choix, ça va automatiquement être épargné. Donc, c'est ce que je vous explique là. Si le salarié ne s'exprime pas sur son choix d'affectation de l'intéressement ou sur son versement direct, sur un de ses comptes bancaires dans un délai de 15 jours. Alors après, comment on compute le délai de 15 jours bon, je vous ai mis une coche dessus, mais il peut y avoir des discussions. Mais bref, dans un délai de 15 jours, l'intéressement est affecté d'office au plan d'épargne salariale de l'entreprise ou un PEI. Donc ça veut dire que vous avez quand même, pour mettre en place de l'intéressement, vous devez avoir un plan d'épargne d'entreprise. Vous devez prévoir un plan d'épargne d'entreprise. Voilà. Donc vous devez prévoir les modalités d'information. De toute façon, là encore, le législateur vous prend par la main parce que il vous dit que vous devez les prévoir, mais après vous avez un certain nombre d'obligations en matière d'information sur lesquelles je vais revenir. Vous avez, et j'y arrive tout de suite, par ailleurs des moyens d'information collective du personnel. Vous devez donc, alors ça c'est bon, je vous le lis, vous lisez le slide, hein, vous devez mettre en place les moyens d'informer collectivement le personnel. Voilà, et aussi les moyens de vérifier les modalités d'exécution de l'accord par la représentation du personnel. Alors, si vous avez un CSE qui, je vous le rappelle, est le successeur des délégués du personnel aujourd'hui en entreprise, c'est pas, enfin, et successeur aussi du comité d'entreprise, c'est pas bien compliqué. C'est évidemment le CSE qui va suivre l'application de l'accord, donc vérifier que les sommes ont bien été calculées, ont bien été versées. Sinon, vous allez devoir mettre en place une commission ad hoc avec des salariés spécialement désignés. Alors, comment sont-ils désignés? C'est là qu'il peut y avoir une réflexion. Mais vous devez avoir une commission de suivi de l'accord pour bien vérifier que les salariés sont informés depuis le début de l'ensemble des éléments qui les concernent. Voilà. La commission de contrôle a des moyens d'information, tout ça doit être prévu dans l'accord, c'est assez classique. Le législateur ne vous les donne pas ces moyens, mais enfin bon,
C'est très répandu dans les accords d'intéressement et ça ne pose pas de difficulté en général. Vous devez aussi mettre en place des moyens d'information individuels du personnel. Alors, il y a une note d'information qui reprend le texte de l'accord. En gros, vous remettez l'accord, quoi, à chacun. Voilà. Et puis, vous devez aussi remettre une fiche distincte de la feuille de paye qui va retracer les sommes versées au titre de l'intéressement à chaque fois que vous versez l'intéressement. Voilà. Et vous devez aussi prévoir, lors de la conclusion du contrat de travail, la remise d'un livret d'épargne salariale. Et bien évidemment, puisque vous avez mis en place un dispositif d'épargne salariale dans l'entreprise, donc vous devez remettre un livret d'épargne salariale, dont par ailleurs le sort peut être lié à l'existence de la base de données économiques et sociales dans votre entreprise quand vous avez une DDES, c'est-à-dire quand vous avez plus de 50 salariés. Voilà. Mais ça n'est pas le sujet de ce matin. Ensuite, vous devez aussi prévoir les procédures, alors on appelle ça les procédures contractuelles de règlement des litiges. Autrement dit, vous devez prévoir des moyens de régler les litiges qui devront être épuisés, des moyens amiables de règlement des litiges qui devront être épuisés avant que l'une des deux parties puisse saisir le juge. Voilà. Je vous ai fait le tour des clauses obligatoires. Vous pourrez les relire en voyant les slides. Je me rends compte que ceci peut être un peu indigeste à la lecture, mais il est absolument indispensable de vous en faire la liste. Il existe des clauses optionnelles. Ces clauses optionnelles, elles sont au nombre de 2. Vous voyez, c'est très cadré, il n'y a pas beaucoup de choix, hein. Vous pouvez effectivement prévoir une condition d'ancienneté dans l'entreprise pour pouvoir bénéficier du versement d'une prime, sans excéder 3 mois. En général, cette stipulation est prise pour écarter du bénéfice de l'intéressement ou d'ailleurs de la participation, parce que c'est pareil, les CDD d'extrêmement courte durée. Bon, enfin, ça, rien ne vous oblige à le faire. Et puis, lorsque vous, et c'est important, et c'est un sujet sur lequel il faut travailler un peu quand on met en place un accord, lorsqu'il existe au moins un salarié dans l'entreprise, il y a tout un débat pour la qualification de ce salarié, je ne vais pas revenir dessus maintenant, mais lorsqu'il y a au moins un salarié dans l'entreprise et que celle-ci a moins de 250 salariés, eh bien les dirigeants peuvent être admis à bénéficier de l'intéressement. Voilà qui est intéressant. Et je vous mets en dessous la liste, ont concerné les chefs d'entreprise ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, les gérants, les membres du directoire, ainsi que le conjoint, et bien évidemment la conjointe, hein, le texte dit le conjoint, mais c'est un masculin général en français, et depuis le 24 mai 2019, et oui c'est extrêmement récent, le partenaire pacsé du chef d'entreprise s'ils ont le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé. C'est un peu technique, mais ceux qui sont concernés m'ont compris. Là, je suis sûr que quelques oreilles ont dû se dresser, du moins je l'espère. Voilà. Alors, on me dit que le son peut être de mauvaise qualité. Je ne sais pas pourquoi. Mon ordinateur me dit ça soudain. Donc, j'espère que vous m'entendez. Nous allons voir. Je continue. Et de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez d'ailleurs contacter Vincent Moreau sur son téléphone. Je suis sûr, il est à côté de moi, il me fait oui, oui. Donc, je pense que vous pouvez le contacter si vous ne m'entendez pas. Ce qui serait dommage parce que c'est palpitant ce que je vous dis ce matin. Par ailleurs, il y a des clauses interdites. Alors, elles sont extrêmement importantes ces clauses interdites parce qu'on peut avoir tendance à les mettre, notamment la clause de renonciation individuelle à l'intéressement. Aucun salarié ne peut dire qu'il renonce individuellement à l'intéressement, ça n'est pas possible parce que c'est individuel. Or, l'intéressement est collectif. Par ailleurs, et c'est ce que je vous ai écrit en dessous, toute clause méconnaissant le caractère collectif des dispositifs d'intéressement est interdite. Donc là, on peut tout imaginer, hein, c'est un principe. Et les clauses résolutoires, ou toutes les clauses de suspension, par une seule partie. En disant, par exemple, cette année, on ne versera pas l'intéressement parce qu'on n'a pas envie de le faire. Seuls des faits extérieurs, expressément stipulés dans l'accord, et qui ne dépendent pas, en fait, d'une décision de l'entreprise, peuvent être retenus, mais c'est dans la formule de calcul, rien d'autre. Voilà. Je vous ai parlé du contenu. Alors, il reste un point quand même. Tout ceci est bel et bon. Mais comment on met en place l'intéressement? Donc, je vous ai expliqué que c'était une formule de calcul pour dégager des fonds à verser à vos collaborateurs et qu'il y avait un certain nombre de conditions. Il faut un accord. Enfin, il faut un accord ou il faut quelque chose qui ressemble à un accord. Je vais y venir. Mais comment on fait maintenant? Alors, il se trouve qu'il y a une liste importante de moyens de mettre en place l'intéressement
puisque depuis toujours, le législateur a ouvert ce dispositif à toutes les entreprises, quelle que soit leur situation, avec représentation du personnel ou sans représentation du personnel. Donc, la liste n'a pas changé. Le premier point est important, je vais y revenir, puisque c'est l'actualité de Sinov aujourd'hui, et pour ceux qui ont lu Le Monde hier, eh bien Le Monde parlait des accords d'intéressement dans les branches, qui est assez rare. Le Monde s'intéresse assez peu à la participation et à l'intéressement dans les entreprises, les deux dispositifs étant souvent traités parallèlement. Là, il y avait quand même un article qui prouve que c'est vraiment l'actualité, et cet article parlait effectivement des branches qui organisaient de l'intéressement, et donc je vais y venir dans quelques instants. Donc l'intéressement peut être mis en place dans le cadre d'une convention de branche, dans le cas d'une convention d'entreprise. Alors convention ou accord collectif, ça ce sont des termes de juristes, je vais faire simple, d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise, ou avec les représentants des syndicats, qui ne sont pas des délégués syndicaux, mais qui sont des représentants des syndicats, bon, ou avec le CSE, ou par ratification des 2/3 du personnel. Dans le cas d'une ratification, c'est pas vraiment un accord, il n'y a pas de négociation, mais bon, par simplicité de langage, on parle d'accord dans tous les cas. La loi, vous faites comme vous voulez, donc, sauf à l'exception voilà, de la ratification par le personnel. Il faut quand même que le CSE s'exprime ou les délégués syndicaux s'expriment s'ils existent. Sinon, bah, vous êtes libre. Sinon, de toute façon, vous choisissez le moyen qui vous semble le meilleur. Il y a un certain nombre de formalités à respecter, c'est très important parce que, évidemment, vous avez vu, les sommes sont défiscalisées, désocialisées, ou du moins je vous le dirai après. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redirai. Et par définition, quand c'est ainsi, il y a un certain nombre de formalités à respecter. Alors, au niveau de la branche, c'est important, je vous le dis, la loi Pacte, qui est cette fameuse loi récente qui a mis en place tous ces dispositifs ou qui a favorisé ces dispositifs de partage de la valeur des entreprises, a institué une nouvelle obligation de négociation d'un régime d'intéressement au niveau des branches. Quand je dis une nouvelle obligation, c'est parce qu'il y avait déjà eu une telle obligation il y a quelques années qui, dans la branche des bureaux d'études, n'avait pas donné de résultats très concluants, mais comment dire, le métier est remis sur l'ouvrage, l'ouvrage est remis sur le métier, pardon, l'ouvrage est remis sur le métier, et Sinov a l'intention de relancer un dialogue. Là, je ne pense pas trahir une information confidentielle, sinon c'est trop tard. Sinov a l'intention de mettre en place de nouveau un dialogue au sein de la branche, en essayant de convaincre ses partenaires à la fois du collège salarié, mais aussi du collège employeur, pour qu'un dispositif d'intéressement soit mis en place et accessible pour être transposé ou appliqué directement par les entreprises. Aujourd'hui, le dialogue, je crois, n'a pas commencé ou est en train de... bref, il n'y a rien à dire pour l'instant. Mais enfin, sachez que Sinov essaye absolument de mettre en place un dispositif pour que vous n'ayez plus qu'à piocher et donc à pouvoir bénéficier à la fois de la mise en place d'intéressement au sein de votre entreprise et aussi de la faculté de distribuer la fameuse prime défiscalisée, la prime de pouvoir d'achat, qui va donc être de nouveau ouverte pour 2020. Sinov y travaille. La suite, je pense que M. Moreau vous donnera les informations au long cours quand il y en aura. Ensuite, donc vous pouvez mettre ça par accord collectif d'entreprise. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est un accord collectif. Par accord avec les représentants des syndicats, donc en gros, vous n'avez pas de délégués syndicaux, mais vous avez prévenu, parce que vous êtes obligé quand vous négociez un accord avec votre CSE, mais ça sert à rien de négocier un accord avec le CSE, là, parce qu'on peut... Enfin, je m'exprime trop vite. Vous pouvez négocier un accord directement avec le CSE, mais négocier un accord collectif avec le CSE, ce qui légalement n'est pas la même chose, mais pour vous va être strictement la même chose. Donc, je vais arrêter de cette explication que vous ne comprendrez pas. Bref, par accord avec les représentants des syndicats, c'est très rare et ça ne présente pas grand intérêt, mais souvent, en tous les cas, ça ne présente pas grand intérêt. Vous pouvez aussi faire un accord au sein du comité social et économique. Cet accord est un accord donc qui est passé avec le CSE en tant que CSE et en fait, il est constaté par un procès verbal au cours de la séance. Et vous pouvez aussi faire un accord par ratification des 2/3 du personnel, donc en gros par référendum. C'est pas le terme utilisé, mais on a de plus en plus ce recours au référendum qui est organisé dans la loi depuis 2014 à peu près, 2016, 2014. Enfin bref, c'est un outil qui commence à se répandre. Et la ratification des 2/3 du personnel pour l'accord d'intéressement, ce qui est une possibilité ouverte depuis longtemps, de plus en plus va se fondre, je suppose, dans le dispositif de ratification par référendum, qui donc est ouvert par le législateur depuis quelques années. Le formalisme, alors,
c'est là que c'est extrêmement important aussi, puisque vous, les accords d'intéressement doivent être conclus avant le premier jour de la deuxième moitié. C'est toujours pareil. Pour assurer l'aspect variable, l'aspect aléatoire de l'intéressement, vous devez avoir signé votre accord, comme d'ailleurs il en ira de même pour la distribution, souvenez-vous, distribution des fonds, mais la signature de l'accord doit se faire avant la moitié de l'exercice pour lequel il va s'appliquer. Sinon, le législateur considère que le côté aléatoire est moins assuré puisque vous connaissez déjà la moitié de l'exercice, vous avez déjà une vision sur votre exercice. Donc, vous devez signer avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul. Et donc, si vous avez une période de calcul annuelle, vous devez signer avant le 31 mai. C'est toujours pareil, puisque le premier jour de la deuxième moitié, c'est le 1er juin. Et là, vous avez 15 jours pour le déposer. Vous ne pouvez faire aucun versement avant cette période de 15 jours, même pas d'avance. Vous ne pouvez pas verser d'avance, vous ne pouvez rien faire. Il faut que le dépôt ait eu lieu. Alors, il y a un contrôle qui est exercé par la Directe. Je vous ai mis un tableau qui vous explique avant et après la fameuse loi Pacte. D'ailleurs, le terme Pacte n'est plus sur le tableau, mais c'est la loi Pacte. Donc, la loi récente de mai 2019. Il y a un délai de contrôle. J'ai un client qui m'a demandé hier qu'il a fait un dépôt et il n'a pas eu de retour de la Directe. Enfin, il a l'accusé de réception, mais il n'a pas de date. Mais non, parce que le délai est prévu par la loi, donc la Directe ne donne pas de date. Elle a 4 mois maximum pour vérifier les éléments fiscaux et 2 mois de plus pour vérifier les éléments sociaux. Je résume, mais c'est ce que vous allez voir. Donc, on ne vous donne pas de date de fin d'examen. Cette date, elle est légalement prévue. C'est un peu comme quand vous faites une rupture conventionnelle. La Directe a un temps pour examiner et évidemment, en plus, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus d'accords. Donc, le temps, il va être consommé dans la plupart des cas totalement. Voilà, vous avez le tableau et à l'issue de cette période, soit vous avez un accord de la Directe, vous avez une validation de la Directe et vous êtes sécurisé, donc les sommes vont être totalement défiscalisées, désocialisées, soit vous n'avez rien et c'est pareil, soit vous avez une demande de la Directe de procéder à des modifications. En général, c'est une demande extrêmement polie, c'est pas du tout agressif, on vous dirait ça va pas du tout. Vous n'avez pas appelé Maître Hayat pour faire votre accord. Alors, je plaisante bien sûr, mais on vous dit non là ça ne va pas, il vous manque tel point, tel point, tel point. Merci de m'envoyer une modification, un avenant de modification, de manière à ce que je puisse prendre en compte votre accord et en gros le valider et est-ce que en cas de contrôle URSSAF, eh bien vous puissiez démontrer que votre accord a été validé. Dans ce cas-là, il faut faire la modification. Je vous le recommande fortement, il faut la faire ou eh bien, ne pas appliquer votre accord, ce que vous ne pouvez pas faire parce que vous avez signé un accord où vous allez devoir verser les sommes, mais elles ne seront pas défiscalisées ou désocialisées, sauf à dénoncer l'accord. Vous rentrez dans un rapport social très complexe, le mieux, c'est de procéder aux modifications, telles que vous le demande en général très gentiment la Directe, et tout rentre dans l'ordre. Et il arrive souvent, extrêmement souvent, qu'il y ait des petits accros, parce que c'est simple et en même temps, il y a beaucoup de choses à faire, tout le monde n'a pas la même lecture. Bon. Mais il y a un dialogue qui s'établit avec la Directe et souvent, elle vous aide à peaufiner certains points. Voilà. Voilà, le contrôle de la légalité de l'accord, je viens de vous en parler, et le contrôle, ce dont je vous ai parlé, et puis Fédération Sinov. Et puis donc, c'est fini. Ah non, c'est pas fini. Merci de votre participation, voilà. Et je donne la parole, je crois, à Monsieur Moreau. Écoutez, je vous remercie tous de votre écoute. Je remercie Maître Hayat de sa brillante intervention et je vous annonce tout simplement que le prochain webinaire se tiendra non pas le 5 décembre comme affiché, mais le 6 décembre et portera sur le bilan de l'année 2019 dans les négociations de branche. Voilà, bonne journée à tous.